Je ne voudrais pas que cette réunion commence sans que nous évoquions très sobrement, très simplement, la mémoire des deux enseignants de l'université de Marne-la-Vallée qui ont péri dans les attentats de vendredi dernier. Mathieu Giroux, Nicolas Cressot sont autant d'amis qui nous ont quittés, victimes de l'aveuglement, victimes sans doute aussi de la bêtise, qui peut s'avérer aussi mortelle quand elle confine à l'aveuglement. C'est naturellement à ces deux collègues que nous pensons. Il y a eu lundi un hommage rendu par le président de l'université auquel les étudiants étaient nombreux, plein d'émotions, plein de reconnaissance à l'égard de leurs professeurs. J'associe naturellement à cela toutes les victimes, quel qu'en soit le statut, qu'elles soient enseignantes, étudiantes ou autres, et françaises et étrangers, puisque les bombes n'ont pas cette capacité de discernement. Donc une pensée faite d'émotion, et je crois qu'il fallait le dire ce soir, parce que ce sont vos collègues, parce que ce sont vos professeurs, et parce qu'ils appartiennent toutes à la catégorie de ces victimes dont l'aveuglement peut briser la vie. Nous pensons naturellement aussi à leurs familles, à leurs jeunes enfants. Il y a plusieurs jeunes enfants nés, voire à naître, pour l'un des collègues. Et donc tout cela est un immense gâchis. Gâchis, c'est sans doute aussi ce qu'on a pu penser à certains moments de la Grande Guerre. Et le rapprochement, sans doute, est-il uniquement dû au hasard du calendrier, reste que tout de même, il y a eu comme cela des événements qui interrogent. Je vous remercie, cher Monsieur Mourier, d'être revenu parmi nous. Vous étiez venu il y a 2 ans, je crois, 3 peut-être, lors des premières éditions, par conséquent, de ces Jeudis du Cluster, au moment où se créait le musée. Il nous a semblé intéressant de vous revoir pour que, non pas vous refassiez l'historique, mais vous nous avez dit qu'il y avait encore bien des choses à dire, et de ces choses-là, naturellement, vous allez nous instruire dans quelques instants. Merci en tout cas, le temps que Nathalie fasse une brève introduction. Merci. Donc, Michel Rouget, notre conférencier de ce soir, est un habitué des lieux, comme ça vient d'être précisé. Il est venu nous présenter le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux en novembre 2013, peu après son ouverture, puisque le musée est ouvert depuis le 11 novembre 2011. Il nous avait alors présenté la jeunesse du projet, ses débuts prometteurs et ses ambitions, tant culturelles que mémorielles. En effet, l'année suivante, donc 2014, débutaient les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. À ses débuts, le musée s'est naturellement trouvé en phase avec l'histoire, avec un grand H. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de 2016, soit à mi-parcours de cette commémoration. C'est donc l'après-commémoration qu'il faut déjà envisager. Une structure culturelle et muséale dont la thématique est la Première Guerre mondiale a beaucoup de responsabilités. J'en note 4. Premièrement, garantir la mémoire. Les témoins directs étant décédés, il faut commémorer et célébrer le passé, aussi sombre soit-il. Comme l'a dit Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Deuxièmement, éduquer les générations actuelles et futures
et faire preuve d'innovation pédagogique pour rendre accessible l'histoire au plus grand nombre, y compris de manière ludique et numérique. Troisièmement, entretenir, conserver et enrichir la collection d'objets et les archives pour rendre l'histoire plus compréhensible et faire le lien avec la société présente. Enfin, valoriser le territoire et générer des retombées économiques, car le musée s'impose peu à peu comme un nouvel acteur pour le développement du territoire. Ainsi, apporter un nouveau regard sur 14-18 grâce à une stratégie innovante, faire le lien avec la société actuelle et dynamiser le territoire. À n'en pas douter, le tourisme de mémoire est un segment d'avenir. Merci. Bien, merci pour cette présentation et pour avoir posé la problématique. Je vous dis bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Merci pour votre confiance et pour votre nouvelle invitation. Je vais en effet rapidement vous rebalayer l'histoire de ce musée qui a fêté ses 4 ans le 11 novembre dernier. Et voilà, juste vous avez cette image, on reviendra dessus puisque je vous parlerai de nos campagnes de communication. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous évoque, ce que ça vous provoque. Enfin voilà, c'est un peu choc peut-être, on va dire. Et si vous voulez, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais je pense que ce type de message est tout à fait illustre bien ce qu'on essaie de faire au musée en tout cas. Voilà. Et être un musée d'aujourd'hui, du XXIe siècle, pour parler d'un événement qui s'est passé au siècle dernier, il y a 100 ans. Mais peut-être avant de commencer, vous situez où se trouve Meaux. Parce que, voilà, je ne sais pas d'où vous êtes originaire, mais Meaux, voilà, vous le voyez ici, c'est une des grandes questions qu'on nous pose avant, voilà, nos visiteurs nous posent très souvent cette question. Mais Meaux, c'est où? Enfin, avant qu'ils arrivent au musée, ah bon, Meaux, le pays de Meaux, voilà. Donc dans l'Est francilien, c'est en Île-de-France, ah bon, déjà, Meaux, c'est en Île-de-France. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, il y avait à la Bibliothèque nationale une grande exposition sur l'entrée en guerre. Et le musée était un gros prêteur avec beaucoup d'uniformes et tout ça. Et puis, j'ai pas pu aller au vernissage, mais à la sortie, il y avait le grand panneau, vous savez, de remerciements. Et je vois remerciements Musée d'Île-de-France, et je vois qu'on n'est pas dedans. Alors j'étais un petit peu mauvaise quand même, parce que voilà, on avait quand même prêté beaucoup de choses. Et en fait, je vois qu'il y avait après une deuxième colonne, Musée de province, on était le premier musée de province. Voilà. Donc, vous voyez, même à la Bibliothèque nationale de France, on ne sait pas trop où se trouve Meaux. Donc Meaux est en Seine-et-Marne, et donc ça n'indique rien à nos visiteurs. Nos visiteurs comprennent où on se trouve quand on dit on est à 20 minutes de Disneyland Paris. Ah, alors là, tout de suite, tout le monde situe où se trouve Meaux et où se trouve le musée. Voilà, donc ça, c'est quand même pour vous dire qu'on a beau être un équipement culturel d'envergure internationale, on a déjà un travail d'identification qui n'est pas gagné. Alors après, la deuxième question, mais pourquoi Meaux? Parce que, voilà, la Grande Guerre, c'est pas du tout à côté de Paris. Et bien si, puisqu'à Meaux s'est déroulée la première bataille de la Marne, cette première bataille de la Marne qui a eu lieu en septembre 1914, qui est finalement le point du conflit le plus proche de la capitale. Et cette bataille de la Marne, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, oui, ça vous parle, la bataille de la Marne, oui. Les taxis de la Marne peut-être vous parlent, voilà, cet épisode qui s'est déroulé début septembre 14. Et en fait, sur le territoire, il y a un certain nombre de traces. Ça, c'est vous êtes autour de Meaux, vous avez un cimetière, allemand, vous avez des monuments commémoratifs. Et puis, vous avez à 5 km du musée ce qu'on appelle la Grande Tombe et le monument dédié à Charles Péguy, puisque Charles Péguy, le poète Charles Péguy, était lieutenant au moment de la Grande Guerre et il est tombé le 5 septembre 1914. Il est enterré dans la Grande Tombe que vous voyez sur l'image. Et vous avez sur votre droite le petit monument qui lui est dédié. Ça, cette histoire, elle est complètement méconnue. En tout cas, les gens, nous, pour avoir fait, même avant l'ouverture du musée, quand on expliquait ce qu'on était en train de préparer, les gens, à la limite, ne savaient plus quelle était cette histoire, l'histoire de cette bataille de la Marne, et ils n'arrivaient absolument pas à la situer. Alors, le musée, il a été aussi possible, rapidement, parce que il y a un collectionneur un peu fou, qui s'appelle Jean-Pierre Vernet,
qui a collecté pendant 45 ans un peu plus de 50 000 pièces et documents sur la Première Guerre mondiale. Alors je vous ai mis quelques visuels que vous devez certainement connaître. Les bandes dessinées de Tardi. Ça vous parle, Tardi? Tardi qui en fait est ami avec Jean-Pierre Vernet depuis un peu plus de 30 ans, et Jean-Pierre lui a toujours prêté ses objets pour pouvoir faire ses BD. Donc ici la dernière de Tardi sur la Première Guerre mondiale, c'est Putain de guerre, et vous voyez qu'elle est signée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est signée Tardi Vernet, donc c'est ce fameux Jean-Pierre. Et Jean-Pierre a été aussi conseiller historique au cinéma pour les films, donc là je vous ai mis Un long dimanche de fiançailles, que vous avez peut-être vu, Capitaine Conan aussi de Bertrand Tavernier, ou aussi un autre de Bertrand Tavernier qui s'appelle La vie et rien d'autre, c'est avec Sabine Azéma et Philippe Thoinrich de mémoire. Voilà, donc ce fameux Jean-Pierre, historien autodidacte, qui accumule cette collection pendant 40 ans, plus de 40 ans, et qui désespérait un peu de trouver un endroit en France qui veuille bien accepter et présenter sa collection. Donc en 2004, pour les 90 ans de la première bataille de la Marne, la ville de Meaux a décidé de faire une exposition. Il a trouvé, je ne sais pas par quel biais, ce collectionneur. Donc il est venu faire une petite exposition au musée des Beaux-Arts de la ville. Et il explique au maire de Meaux que voilà, il en a 10 fois plus que ce qu'il a pu amener pour cette exposition, et qu'en désespoir de cause, puisque personne n'en veut, il va vendre ça à l'étranger, puisque les États-Unis et l'Allemagne lui font des ponts d'or pour la lui racheter. Et en gros, je vous la fais courte, mais ça s'est à peu près passé comme ça. Le maire de Meaux a dit « personne n'en veut, ben nous on prend, et on va faire un musée sur la Première Guerre mondiale ». Et donc fin 2005, la collectivité a acheté la collection de Jean-Pierre Vernet, et donc on s'est retrouvé avec une des plus grosses collections d'Europe sur la Première Guerre mondiale, d'un coup, j'ai envie de dire, puisque sa collection, voilà, là je vous mets 20 000 objets, 30 000 documents. On est clairement aujourd'hui, nous on continue de faire des acquisitions, on est un peu plus, on a une collection autour de 60 000 maintenant objets et documents. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent. Donc c'était pas tout d'avoir la collection, il fallait aussi construire du coup un lieu pour l'accueillir. Et au nord de Meaux, sur le territoire, on a ce monument qui s'appelle La Liberté éplorée, qui a été inauguré en 1932. C'est un cadeau des États-Unis à la France, à la mémoire des soldats qui sont tombés en Marne 1914. Le sculpteur est Mac Moniz, c'est un sculpteur américain, mais qui avait des accointances avec la France, puisqu'il avait un atelier à Giverny, au début du XXe siècle. Et donc il a construit ce monument qui était un petit peu perdu dans les champs. Plus personne ne savait trop pourquoi il était là, ce qu'il représentait. Donc enfin, voilà, c'était le monument de la route de Vared, c'est le nom de la route qui mène au village de Vared. Voilà. Nous on a fait un peu des enquêtes, les Meldois, ce sont les habitants de Meaux, le connaissent parce que ils ont à peu près tous, quand ils étaient ados, ils sont entraînés à l'escalade sur ce monument. Il y avait on a eu quelques témoignages de gens qui nous disaient que pour eux le monument de la route de Vared, c'était l'endroit où, avant de partir en vacances l'été, ils allaient monter le matériel de camping pour voir s'il manquait pas de sardines avec la tente, tout ça. Enfin, donc c'est vraiment, les gens se l'étaient approprié, c'est un lieu où on vient pique-niquer, on vient jouer au foot, c'est un espace public, mais alors le lien avec la Grande Guerre complètement disparu. Et donc nous, en 2008, voilà, on a construit au pied de ce monument ce bâtiment de 7000 m², l'architecte est Christophe Lab, c'est un architecte parisien, voilà, j'aime bien cette photo parce qu'on a travaillé sur une architecture horizontale pour laisser l'élévation du monument. Et pour moi, le monument, il a vraiment dans le projet incarné, il incarne toujours aujourd'hui la mémoire. Et le bâtiment à ses pieds incarne l'histoire. Parce qu'on parle beaucoup du devoir de mémoire. Moi, je pense qu'il y a aussi un devoir de l'histoire. Voilà. Et que c'est très important de recontextualiser tout ce qui peut se passer. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus au musée. Ça m'intéresserait de voir. 1, 2, 3, 4. Bien. Donc, je vais juste vous donner envie de venir avec quelques visuels, mais voilà, je pourrais vous passer 2 heures à vous expliquer la scénographie et le parcours. On a à peu près 3000 m² d'exposition permanente. Donc, juste m'arrêter pour vous dire qu'on a à la fois la première salle, j'en dis juste 2 mots, c'est une machine à remonter le temps qui démarre à notre époque, et on remonte jusqu'en 1870. L'idée, c'était d'être vraiment ancré dans notre quotidien et dans notre monde. C'est-à-dire que nous, notre mission en tant que musée d'histoire, c'est de montrer aux gens que les événements ont du lien les uns avec les autres, et en fait que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est issu principalement de la Grande Guerre et de ses conséquences.
Donc voilà, une machine à remonter le temps qui vous permet, voilà, des mannequins en marche pour la guerre, voilà. Des gros véhicules, vous avez notamment en bas le fameux taxi de la Marne, que vous voyez en bas à gauche sur la photo. Bien évidemment une reconstitution de tranchées, parce qu'on ne peut pas parler de la Grande Guerre sans parler des tranchées. On a des gros matériels, voilà, on a 2 avions, là vous avez un Spad 13 de fin de guerre, on a un char Renault FT-17, comme vous pouvez le voir. Et finalement, la force de ce musée, c'est d'avoir sous le même toit ce que d'habitude vous voyez de manière un petit peu dispersée dans les autres musées. Donc si vous allez au Bourget, vous voyez des avions, si vous allez au musée de l'armée, vous voyez un char, si vous allez dans n'importe quel musée d'automobile, vous trouverez un taxi de la Marne. Ici, on a mis tout ça en cohérence pour montrer que notre propos, notre discours, il est de montrer que de 1914 à 1918, on passe du 19e au 20e siècle. Et ça, c'est vraiment le message principal qu'on veut faire passer. C'est pour ça qu'on est un musée d'histoire et de société, non pas un musée d'histoire militaire. Voilà, ça c'est vraiment aussi des choses importantes. Et puis un certain nombre d'espaces thématiques. Donc là, vous avez l'espace, le corridor qui fait la transition entre la zone des tranchées et les espaces thématiques où on aborde le rôle des femmes. Vous avez voilà, une autre salle où on aborde l'évolution des armements, une salle sur le quotidien de la vie dans les tranchées, et puis cette salle en bas à droite qui est vraiment importante parce qu'on présente, c'est la salle sur la mondialisation, et on présente un peu plus de 30 uniformes de différents pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on présente un uniforme japonais, on présente un uniforme portugais, qui sont des nations dont on ne parle jamais en fait dans la Grande Guerre. Donc notre mission aussi, avec ce tel équipement, c'est de pouvoir aussi redonner des clés de compréhension sur la complexité, en tout cas, de ce conflit. Alors, je vais juste vous dire quelques mots sur la manière, nous, la grande gageure qu'il y avait moi, je suis arrivé en 2006, hein, donc au tout début du projet, et de 2006 à 2011 jusqu'à ce qu'on ouvre. Donc ça fait, voilà, enfin, on avait acheté la collection fin 2005, donc 6 ans, si vous voulez, de conception et de projet. Même si on a des gens qui nous ont dit mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 ans, c'est quand même pas compliqué, mettre des objets dans des vitrines, vous voyez, donc, voilà, donc on leur a expliqué que c'était un vrai métier. Et nous, notre fil rouge, c'était ce musée doit être de 7 à 77 ans, et il doit intéresser tous les publics. C'est-à-dire que la personne qui n'y connaît rien à la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup, parce que c'est une guerre qui est moins étudiée que la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les programmes scolaires, elle pouvait finalement se rendre compte qu'il y avait des choses intéressantes, de savoir que la médecine, l'ancêtre de la chirurgie esthétique aujourd'hui, démarre pendant la Première Guerre pour réparer les gueules cassées, de savoir qu'au début de la guerre on a des pigeons voyageurs et à la fin de la guerre on a des téléphones dans les tranchées. C'est ce type d'événement. Qu'on a une aviation uniquement d'observation, mais que la modernisation des appareils et des équipements fait qu'à la fin de la guerre on a une aviation de chasse et de bombardement. Enfin voilà, il y a tout un tas d'innovations qui nous font vraiment rentrer voilà, la place de la femme, qui va complètement commencer à s'émanciper pendant le premier conflit, puisque les hommes sont sur le front, donc il faut c'est elle qui tient l'arrière, qui tient les campagnes, qui tient les productions, qui s'occupe des récoltes, qui va travailler à l'usine, qui va conduire des tramways. Et puis à la fin de la guerre, on va lui dire bon écoute, t'es gentil, mais maintenant tu rentres à la maison, tu refais des bébés parce qu'on a une génération de perdus, je vous rappelle 1 400 000 morts français, et puis donc tu repeuples la France. Et donc ce début d'émancipation, en tout cas pour les Françaises, n'a été qu'un début. Elles sont revenues à la case départ, mais il va falloir attendre le second conflit pour qu'enfin les femmes puissent avoir le droit de vote notamment. Et aujourd'hui, le discours sur l'égalité des salaires hommes-femmes ou ce genre de choses, c'est finalement un discours qui est propre au XXe siècle, qui a traversé le XXe siècle. Donc nous, notre souci, il est toujours de connecter notre monde à cette Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc on n'a pas, comme dans les autres musées, des panneaux pédagogiques, enfin voilà, on a imaginé ce petit livre que vous voyez sur les photos, qui en fait est intégré dans les vitrines, et c'est un livre qui fait une centaine de pages, et à chaque vitrine on a ouvert une double page. Donc vous avez ici un texte assez court, qui fait à peu près 800 signes, qui est traduit anglais-allemand, et une grande illustration. Et en fait on a voulu prendre un livre, parce qu'il y avait la symbolique de... Voilà, on tourne les pages, on raconte une histoire, l'histoire de la Grande Guerre, et puis aussi le fait de le mettre dans les vitrines, c'est qu'il devient lui-même objet de collection. Et on trouvait ça intéressant par rapport à l'histoire du musée, à l'histoire de ce collectionneur. Et c'est vrai que, très sincèrement, il n'y a pas... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musées en France qui soient nés de cette manière-là.
où une collectivité territoriale dit à un moment donné, ok, je mets les sous sur la table et on achète la collection, et je remets derrière, si ça vous intéresse, on pourra parler des chiffres d'investissement, je remets derrière pour construire un bâtiment neuf et embaucher du coup 35 personnes. Voilà. Donc ça c'est aussi, c'est quand même, l'histoire de ce musée, elle est tout à fait originale par rapport à ça. Donc un certain nombre de dispositifs, notamment par rapport au jeune public, c'est ce qu'on appelle une nouvelle génération, parce que je pense qu'en effet on a une mission en tant que musée d'histoire, on a une mission de service public de transmettre cette mémoire et l'histoire de ce qui s'est passé, d'autant que moi j'ai l'ambition avec l'équipe que, et j'en suis intimement persuadée, comprendre un peu mieux la Grande Guerre, c'est comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui, et c'est d'autant plus important pour nous, et on en est bien conscient avec l'équipe cette semaine, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Réellement, la culture, l'histoire sont des éléments importants, c'est des éléments qui constituent. Le musée doit être un acteur de la cité, il a une mission de service public, j'ai envie de dire, il a une mission sociale presque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous très important et qu'on défend bec et ongles. Donc voilà, un certain nombre de dispositifs, donc des petits écrans avec des petites vidéos techniques pour comprendre comment les objets peuvent fonctionner, mais aussi un petit jeu, voilà, avec des écrans tactiles, des petits jeux pour les enfants, des grandes projections d'images d'archives, des grandes cartes animées pour comprendre les mouvements du front, et puis aussi, tout est sous vitrine, donc à un moment donné, pouvoir proposer des choses à toucher, parce que vous savez que le visiteur, enfin, vous êtes vous-même visiteur, j'imagine, de musée, rien de plus frustrant à un moment donné d'avoir tout sous vitrine et puis les pancartes, ne pas toucher un petit peu, ça énerve un petit peu. Donc là, on a pris l'option d'avoir des objets martyrs, c'est-à-dire que ce sont des objets de la collection qu'on sacrifie et qu'on laisse se faire martyriser par nos visiteurs. Donc là, vous avez les petites démonstrations voilà, des enfants qui touchent un fusil, des casques, un obus, pour se rendre compte aussi des matières. Et puis là, on a tout un jeu en bas sur les gamelles aussi, pour se rendre compte des différents matériaux des gamelles entre les différentes armées. Et puis aussi, c'est pas tout de dire que les soldats marchent 12 heures par jour, qui font 40 km, que c'est dur, qu'ils sont en gros pactage. On a voulu aussi proposer quelque chose, une expérience, voilà, que le visiteur soit acteur de sa visite, ça c'est vraiment important. Et donc du coup, vous voyez qu'on a des petits dispositifs très simples, où là, l'enfant que vous voyez en bas soulève le pactage et se rend compte que ça pèse 16 kg. C'est tout bête, hein, c'est un petit truc, le dessin en bois, derrière il y a un système avec un poids de 16 kg, c'est bête comme chou, mais l'effet est vraiment très efficace. Et ça, ce sont des choses moi j'avais identifié plutôt dans les musées anglo-saxons. Je pense que les musées anglo-saxons sont beaucoup plus, notamment les musées d'histoire, de société, sont à mon avis beaucoup plus en avant. Je pense aux musées québécois, je pense aux musées anglais, américains, sont beaucoup plus en avance que nous en matière de muséographie. Et clairement, on est sous influence anglo-saxonne, j'ai envie de dire, dans notre muséographie. Donc on a voulu vraiment quelque chose de vivant. Voilà, ça nous paraissait tout à fait important. Et je suis intimement persuadée qu'on retient mieux quand on a expérimenté plutôt que si on vous donne des dates et des noms généraux. Bon, c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut expérimenter par soi-même. Voilà, donc un parcours dédié pour les enfants. Vous voyez, il y a dans la photo de droite, il y a un petit macaron avec un animal. En fait, on a un petit parcours qui s'appelle Bête de guerre. Et en fait, les 8-12 ans font le parcours, peuvent visiter le musée en retrouvant les animaux. On se rend compte que par l'animal, on peut amener un certain nombre d'informations. Je ne vais pas vous détailler toute notre offre pédagogique, mais bien évidemment, on fait à peu près une moyenne de 100 000 visiteurs par an, dont 35 000 scolaires, donc vous imaginez l'importance. En France, la Grande Guerre est étudiée en CM2, en 3e et en 1er. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ces trois étapes-là, mais en tout cas, du coup, on en touche un certain nombre, donc on a complètement une offre qui est complètement dédiée. Voilà, donc ça, si vous avez des questions, je pourrais vous en parler. Et on essaye aussi d'avoir une médiation qui est un peu innovante. Donc là, par exemple, on a un ensemble musical en résidence au musée. Donc on propose des visites combinées avec, vous voyez, ici une musicienne, un médiateur culturel du musée, et tous les deux, ils vont dans les salles, et autour d'un objet, on arrive à trouver une thématique musicale et à parler de l'objet. Voilà, donc toujours une manière, comment on essaye de parler différemment, d'intéresser des gens différemment. Voilà. Une autre chose aussi importante, je ne sais pas si vous connaissez ces associations de reconstituants, ou reconstituteurs, je crois qu'il y a les deux termes. Alors ils sont célèbres sur la période de Napoléon, parce qu'ils font des grandes batailles, voilà. Donc, nous on est beaucoup plus modestes, mais il y a un certain nombre d'associations, il y en a pas mal sur la Seconde Guerre, il y en a un petit peu sur la Première Guerre. Et nous on fait un week-end par an au mois d'avril, où on les fait venir dans le parc du musée.
Et donc on a les bivouacs, les ambulances, tout ça, et ce sont des passionnés qui font réellement, ils rendent l'histoire vivante, voilà. Et ce sont des gens qui sont souvent décriés par le monde des musées parce que c'est des collectionneurs. Alors, vous savez, dans les musées, on n'aime pas trop les collectionneurs parce que des fois, voilà, ils font un peu le même métier que nous. Enfin, c'est vraiment un milieu un petit peu complexe. Et moi, je me suis dit, mais ces gars, ils font juste exactement la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils essayent de rendre l'histoire accessible au plus grand nombre. Donc, très naturellement, on les a accueillis depuis la pose de première pierre en 2010. Ils sont partenaires du musée, et donc maintenant on a institutionnalisé avec un week-end par an. S'adresser à tous les publics, c'est aussi s'adresser au public en situation de handicap. Donc on a eu la chance avec un partenaire de pouvoir créer une malle multisensorielle avec des objets à toucher, du son, des odeurs, des images, pour pouvoir là aussi sortir hors des murs, c'est-à-dire du musée. Ce qui nous permet d'intervenir dans les centres sociaux, ce qui nous permet d'intervenir en prison, ce qui nous permet d'intervenir à l'hôpital. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut aller chercher les publics quand ils ne viennent pas à vous. Moi je sais que les gens qui visitent les musées d'histoire, ils viendront au musée. Aucun problème, les gens passionnés, les gens qui ont déjà une pratique culturelle. Moi ce qui m'intéresse, c'est tous ceux qui pensent que c'est pas pour eux, tous ceux qui pensent qu'il y a encore énormément de clichés, que le musée, c'est une espèce de temple dans lequel si je rentre, de toute façon j'y comprendrai rien, c'est pas pour moi, enfin voilà. Donc il faut vraiment, il y a encore un travail de démocratisation de l'accès, notamment à l'institution muséale qui est importante. Et ça c'est vraiment, moi je on casse tous les codes, tous ces codes-là. Et en plus, qui plus est, un musée sur la Première Guerre. Alors, vous voyez, là on a le double handicap, on est un musée sur la Première Guerre mondiale, donc c'est pas facile. Et le pari est gagné puisqu'on arrive maintenant, on a des familles qui viennent le week-end. Et je peux vous assurer que quand on a ouvert, c'était pas gagné de se dire qu'il y a des gens qui arrivent à se dire tiens, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait si on allait avec les enfants au musée de la Grande Guerre, voilà. Et en fait, on y arrive, donc comme quoi c'est possible, et ça, c'est vraiment une des choses dont on est le plus fier. Un auditorium, bien sûr, qui nous permet, voilà, je ne sais pas combien fait de place celui-ci, il fait 117. Centaines, voilà, nous il fait 115 places, voilà, avec une programmation culturelle très riche. Je vous invite vraiment à aller voir notre site internet où vous verrez qu'on a énormément de choses. Donc là, bon, c'est une photo d'un concert, mais pour vous donner aussi, je sais pas, oui, vous voyez bien sur la photo, là on s'amuse depuis 2 ans à proposer, là c'était la Coupe du Monde de foot l'an dernier, on a proposé une conférence sur le foot pendant la Grande Guerre et on a suivi la retransmission du premier match de la Coupe du Monde. On a fait pareil cette année sur le rugby. Et je suis super content parce que l'an prochain, en fait, je vous le dis, c'est une exclusivité. On va faire pareil sur la finale homme de Roland Garros. On va avoir une conférence qui va expliquer que non, Roland Garros n'est pas un joueur de tennis. C'était un aviateur de la Première Guerre. Et on va, dans la foulée, diffuser. Donc c'est sympa parce que du coup, ça fait vraiment venir des gens qui n'auraient jamais mis les pieds au musée. Et c'est ça voilà, que moi, je suis content qu'on arrive à faire. Alors pour tout ça, voilà, je vous le dis aujourd'hui avec le recul de 4 ans, mais il faut se faire connaître pour exister. Donc là, je voulais juste passer un petit peu rapidement sur... ça, c'est notre visuel d'ouverture. Je suis désolée, la définition n'est pas très bonne, mais voilà. C'est notre visuel d'ouverture qui montrait que voilà, il y avait en gros tous les soldats du monde, tous ceux qui, voilà, cette guerre mondiale était présents, vous pourriez les retrouver au musée. Et puis, on a eu, pour les 1 an du musée, une grande agence qui s'appelle l'agence de DDB, l'agence de communication DDB, qui est venue nous apporter sur un plateau cette campagne que vous avez sous les yeux en mécénat de compétences. Très clairement, on est un musée d'une collectivité territoriale, on n'a pas les moyens de se payer DDB qui fait les campagnes pour l'équipe, SFR, enfin voilà, parce que voilà, ça fait partie des grandes agences de com en France. Donc on n'a absolument pas les moyens de se payer une agence de cet ordre-là. Mais elle est venue par hasard, enfin quelques membres de l'agence sont venus visiter par hasard le musée. Ils ont été red dingues de ce qu'on faisait. Ils ont dit on vous propose de travailler avec vous, mais donc gratuitement, voilà, en forme de mécénat. Et donc ils nous ont proposé cette campagne qui, vous voyez, on reprend le principe des plaques de verre stéréoscopiques qu'on a dans la collection. Et donc une image d'archive et un message tout à fait contemporain, qui peut même faire polémique, je vous en toucherai deux mots tout à l'heure. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, Dieu existe-t-il? En 1916 à Verdun, 300 000 hommes ont obtenu bien trop tôt la réponse. 50 ans avant l'assassinat de Martin Luther King, les Noirs avaient largement prouvé que leur sang est aussi rouge que celui des Blancs. En 14-18, associer femmes et obus n'avait rien d'une grossière métaphore. Celle-ci a fait pas mal parler. En 14-18, même à 900 km du front, vous receviez les balles de plein fouet.
Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été très fort. Alors c'est pas tant, je suis pas sûre que ça nous fasse venir pour autant des visiteurs, parce que vous voyez que par rapport aux images du musée, là ça vous dit rien sur le musée. En revanche, on a gagné en notoriété, on a gagné en interpellation, c'est-à-dire que les gens, on a parlé de nous. Je rappelle qu'on a à peine 4 ans et il y a encore besoin de nous faire connaître. Alors, en 2013, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient entendu parler de cette opération. La même agence DDB nous a dit, est venue nous voir, elle a dit bon écoutez on continue, hein, maintenant on est parti avec vous, on continue, et on vous propose un projet. Si Facebook avait existé en 1914, qu'est-ce qu'on aurait raconté dessus? Et donc on a imaginé le profil de Léon Vivien, donc ce monsieur que vous voyez en photo, un soldat complètement fictif, et on a imaginé qu'il était sur le front, dans la tranchée, et qu'il avait Facebook. Voilà. Donc un smartphone, et qui pouvait donc tous les jours poster des choses, enfin voilà. On ne savait pas trop où on allait, et on a été complètement dépassé par l'emballement, le succès de cette opération. Hein. Vous voyez, plus de 60 000 fans, plus de 20 pays. Enfin, voilà. La page est toujours active, hein, donc vous pouvez aller la voir, facebook.com/Léon1914. Vous verrez, voilà. Et surtout, ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, on a fait œuvre de mémoire, c'était pas du tout un coup marketing. Donc là encore, essayer de rendre l'histoire vivante. Et en fait, les internautes se sont complètement emparés du phénomène, puisque ça a libéré une parole et que chacun est allé de raconter l'histoire de son grand-père, de son arrière-grand-père, de voilà. Léon, si tu croises, avec des trucs incroyables. Léon, si tu croises mon grand-père, il est dans tel régiment. Donc un télescopage du temps, de l'espace-temps, de la réalité. Enfin, c'était assez étonnant. Et ça a vraiment super bien marché, puisque à 60%, on a touché des gens qui avaient moins de 35 ans, qui ne seraient peut-être pas venus au musée, très clairement. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit, autant j'aurais jamais ouvert un livre d'histoire, autant j'attendais tous les jours le post de Léon. Voilà. Donc c'est ça aussi, et je pense qu'intelligemment, ces réseaux sociaux, on peut vraiment leur donner du sens, et c'est au-delà, voilà. Et pour vous dire, c'était une bonne idée, on a été copiés. Derrière, le Mémorial de Caen a fait pareil, il y a énormément d'institutions, de communes qui ont voulu refaire la même chose. Donc c'est que là, on avait certainement une bonne idée. Et puis donc, voilà, cette année, l'agence DDB, toujours, nous a proposé cette campagne. Donc, toujours là, objet de nos collections et un message complètement, vous voyez, une accroche complètement contemporaine. Donc 1914, 20e siècle, début du Moyen-Âge. Probablement le cours d'anatomie le plus brutal au monde. Voilà. La France met en service la première machine capable de fabriquer 450 orphelins à la minute. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, je vois vos réactions, donc c'est des messages qui sont très très forts, mais si aujourd'hui on veut interpeller les gens, et celle-ci je pense que c'est celle qui m'a valu 2-3 mails incendiaires de gens qui m'ont dit que c'était honteux qu'un musée, une institution fasse ça, que c'était racoleur, qu'on utilisait pour celle-ci des images dignes de films d'horreur. Donc je lui ai gentiment répondu, expliqué en quoi c'était pas le propos et c'était pas du tout notre objectif. Et à côté de ça, on a des demandes d'enseignants qui nous disent oh, vous en avez pas des posters qu'on les met dans les classes, c'est génial. Enfin voilà. Donc très bien. Moi là où vous savez qu'une bonne campagne de pub, c'est une campagne qui fait réagir. Et ben voilà, pour le coup on fait réagir, donc c'est voilà. Et je suis d'accord qu'il y en ait qui n'aiment pas. Enfin je comprends complètement. Mais et c'est très bien. Le but c'est de provoquer une réaction. Enfin, voilà. Mais peut-être que du coup même celui qui n'aime pas se dira quand même j'allais le voir ce musée, est-ce que c'est comme ça dans tout le musée? Est-ce qu'ils sont racoleurs dans tout le musée? Et puis du coup ben, il verra que non et qu'on est tout à fait sérieux. Voilà. Donc voilà, c'était juste ce petit point sur la communication. Donc voilà, quelques chiffres quand même pour vous situer où on en est. Donc une année 2011, 30 000, mais je vous rappelle que 2011 c'était du 11 novembre au 31 décembre, donc une toute petite année. Voilà, une année 2012 qui a cartonné puisqu'il y avait l'effet nouveauté, hein, ça on le sait, hein, sur les sites qui ouvrent, qu'on soit site touristique, site culturel, il y a une attente, donc ça on le voit, c'est flagrant. Une année 2013 qui, à mon avis, ressemble plutôt à notre vitesse de croisière, voilà. J'espère, en tout cas je pense qu'on est entre 90 et 100 000 visiteurs, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait atteindre tous les ans. Et une année 2014 exceptionnelle, vous imaginez bien que l'année centenaire a provoqué quelque chose d'incroyable. Voilà. Et puis j'ai arrêté les chiffres au 11 novembre de cette année, on a 75 000. Donc moi je pense que 85 000 c'est certainement atteignable cette année, donc 85-90 je pense que c'est quelque chose qui devrait être faisable. Donc il nous fait un total de 450 000 visiteurs depuis l'ouverture, donc je vous disais une moyenne en gros de 100 000 par an. Très rapidement, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais vous dire
que sur l'année 14, voilà un petit peu les statistiques qui peuvent ressortir. Ce que j'ai envie, c'est plutôt la conclusion, un effet centenaire indéniable, et en fait, on l'a remarqué, vous savez, le président a annoncé les commémorations du centenaire le 11 novembre 2013 pour l'année 14, et tout de suite, dans le week-end qui a suivi novembre 2013, on avait une fréquentation qui n'était pas celle qu'on avait auparavant. Voilà. Donc il y a eu vraiment l'effet centenaire, il a été immédiat. Donc vous voyez qu'on n'a que 5% de visiteurs étrangers, donc ça c'est moi quelque chose qui me désespère, parce que la Grande Guerre, si elle est mondiale, si on a une qui est mondiale, c'est bien celle-ci, en tout cas c'est la première, donc c'est important, d'autant qu'on a des collections qui parlent de toutes les nationalités. Donc là on a un gros travail, mais c'est très long. On commence seulement, pour vous donner un exemple, donc c'est l'Office de tourisme qui travaille, qui commercialise le musée pour nous, l'Office de tourisme du Pays de Meaux, qui est un EPIC. Et on commence seulement cette année à être dans les catalogues des tours opérateurs australiens et néo-zélandais. Voilà, donc c'est long. Donc je n'espère pas que dans les années à venir, ça augmente un petit peu. Je vous parlais des scolaires, c'est quasiment le maximum qu'on est capable d'accueillir dans de bonnes conditions, donc en gros 35 000 par an. Le public familial, je vous en ai dit 2 mots, et c'est encore pour nous la grande marge de progression possible. Et surtout, notre souci, c'est maintenant, c'est clairement une locomotive, je ne sais pas, avant qu'il y ait le musée de la Grande Guerre, si on vous disait Meaux, vous pensiez à quoi? Le fromage, j'ai entendu. Le fromage, la moutarde, ok. Jean-François Copé, les musiquels. Jean-François Copé, les musiquels, ok. Pour les plus cultivés, peut-être la cathédrale, non? Ça vous parle, la cathédrale de Meaux? Ouais. Bossuet, qui a été évêque de Meaux, voilà. Et c'est à peu près tout. Mais c'est vrai que c'est le brie de Meaux, c'est le fromage qui revient en premier lieu. Donc je pense que maintenant, depuis 4 ans, dans la tête des gens, il y a aussi le musée de la Grande Guerre, donc c'est chouette. Mais surtout, c'est la vraie locomotive attractive aujourd'hui du territoire. Et comment maintenant on arrive à capter et que ces gens restent dans une vraie stratégie touristique. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous lire, mais je voulais juste vous dire qu'on a fait notre première enquête sur les visiteurs en 2013, auprès d'un panel ça représentait un peu plus de 200 personnes, ce qui est une courte enquête. Mais l'objectif, c'était de se dire, est-ce qu'on sent qu'il y a un intérêt pour les gens, une fois qu'ils ont visité le musée, de vouloir, est-ce qu'ils ont envie de rester un petit peu pour découvrir un peu plus. Bon, voilà, qu'est-ce qui ressort? Que c'est essentiellement les hommes, l'âge moyen 47 ans, qu'on est sur une pratique où il y a plus de 80% excursionnistes, et qu'on est souvent, ça c'est intéressant, sur la visite intergénérationnelle. Et ça, c'est vrai que moi je l'ai vu, j'aime bien moi aller un peu en sous-marin, me balader dans les salles pour écouter ce qui se dit. On voit souvent, notamment pour les vacances scolaires, grands-parents avec petits-enfants. Ça, c'est vraiment la visite. On a clairement, dès le lundi des premières vacances, des petites vacances scolaires, tac, on a plein de grands-parents avec leurs petits-enfants. C'est super. Des visiteurs qui sont quand même, ou en tout cas pour ce panel-là, habitués des lieux de conflit. Donc, quand on parle de tourisme de mémoire, c'est vrai, il y a un vrai public qui est capable de faire tous les sites possibles et imaginables. Vous voyez que sur la Première Guerre, c'est Verdun, le Chemin des Dames et Vimy. Hein, ce sont des lieux, si vous ne les connaissez pas, que je vous invite vraiment à les découvrir. Et sur la Seconde Guerre, c'est les plages du débarquement, le mémorial de Caen, bien évidemment, et les musées d'Arromanches. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on veut venir à Meaux? Il y a vraiment cette idée de transmission. C'est-à-dire, c'est pour ça que si on a un public familial, c'est qu'il y a à un moment donné l'envie de pouvoir transmettre une histoire. Et moi, c'est là où je suis content, c'est-à-dire que moi, je sais très bien que les gens ne repartiront pas en connaissant toutes les dates des batailles et les noms des généraux, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est pas ça l'important. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si, en repartant, peut-être l'enfant qui est venu visiter avec ses parents, ses grands-parents, se pose la question en rentrant à la maison, tiens, et nous, j'ai eu un arrière-grand-père, voilà, et à la maison de campagne, dans le grenier, on a des trucs, voilà, est-ce qu'on a de ce type d'objet? Enfin voilà, c'est gagné, c'est-à-dire de recréer le dialogue, voilà, et moi j'ai vu dans les salles des gens, notamment un petit garçon qui disait à son grand-père, et toi papy, tu l'as fait la Première Guerre? Alors il a dit, ben non, moi j'ai fait la Seconde. Ah, c'est quoi la Seconde, tout ça? Et en fait, je me suis rendu compte que la visite au musée déclenchait un dialogue sur l'histoire familiale, sur la Seconde Guerre mondiale, qui n'avait jamais été provoquée. Voilà. Donc du coup, moi c'est ça l'important, clairement c'est ça qui m'importe. Et c'est en ça que je disais qu'on avait une mission de service public pour voilà, expliciter et susciter en tout cas ce dialogue-là.
des gens qui viennent essentiellement en voiture. Je ne sais pas si vous viendrez en transport quand vous ferez, vous expérimenterez, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Une durée de visite qui, vous voyez, largement de 2 heures, à plus de 50%. On a 3000 m² d'expo, hein, donc c'est long, il y a énormément de choses à voir, beaucoup de multimédia. On a des gens qui passent la journée, hein, très clairement, donc ça c'est vraiment pour les passionnés. Si vous venez une première fois, vous faites déjà 2 heures, vous verrez, c'est déjà pas mal. Et très clairement, une visite à la demi-journée, mais on vient au musée, puis on repart. Enfin, voilà. Donc voilà, une grande majorité de gens qui sont prêts à se dire on peut rester un petit peu plus longtemps, comprendre les traces dans le paysage, ressentir ce qu'ont vécu les soldats, donc quelque chose d'assez empathique. Et je pense qu'il fait aussi, comme le questionnaire est fait après la visite, je disais, on a une visite très sensible, très immersive, donc je pense que les gens sont très dans quelque chose, sont un peu bouleversés. Moi j'ai vu des gens qui pleuraient dans les salles du musée. Donc je pense que l'objet témoin, voilà, peut complètement bouleverser les gens. Donc d'où cette idée de dire on veut un peu mieux comprendre la vie de ces soldats. Des gens qui sont prêts à y rester la journée, si on proposait une offre complémentaire. Des gens qui sont prêts à faire 50 km pour découvrir le... Voilà. Et des gens qui sont prêts à payer en plus de l'entrée au musée pour faire cette découverte. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et au final, cette enquête, notamment, nous a permis... si vous voulez, je pourrais laisser le PowerPoint pour ceux, enfin, voilà, comme ça vous pourrez l'avoir, vous aurez toutes les infos. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a tiré comme conclusion de cette étude? C'est qu'on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on offre quelque chose de nouveau. Et donc on a créé une application mobile qui s'appelle Marne 14, dernière nouvelle du front, qui est vraiment du type Serious Game. Ça vous parle, Serious Game? Voilà, donc, voilà, un jeu sérieux, voilà, compliqué. Mais c'est-à-dire que fiable historiquement, mais sur un côté ludique, on peut faire en famille avec des petits jeux, des étapes. Donc vous avez un parcours dans le centre-ville de Meaux, vous avez un parcours sur les champs de bataille autour de Meaux, et un parcours au centre-ville de la Ferté-sous-Joie, qui est aussi un des lieux importants de la première bataille de la Marne, et notamment qui a vu les troupes anglaises stationnées. Et donc on l'a lancé pour les Journées du patrimoine en 2015, donc cette année. Vous avez, là j'ai fait le point avant de partir, on est autour de 400 téléchargements depuis le lancement. C'est pas délirant, mais c'est pas la boîte qui a fait le service game qui s'occupe du téléchargement, nous dit que c'est tout à fait honorable. Ils ont fait Versailles, et Versailles c'est 50 téléchargements au jour. Donc, mais on n'est pas Versailles, donc voilà, je pense qu'on s'en tire pas trop mal pour l'instant. Et c'est clairement l'outil qui permet de prolonger. Alors les groupes ont des visites guidées sur le champ de bataille, mais en revanche on n'avait rien pour les individuels. C'est-à-dire que les individuels on disait il faut aller voilà, à la tombe de Peggy, ce que je vous montrais tout à l'heure, aller à la tombe de Peggy, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de signalisation, comment on se rend à la tombe de Peggy quelle route on prend pour aller sur la tombe de Peggy. Donc là avec le Serious Game vous avez du coup la géolocalisation, les places, vous faites ça de manière un peu ludique, et donc vous pouvez emmener les enfants, enfin, voilà. Donc voilà le type de choses qu'on a mis en place. Je terminerai juste pour vous dire l'opération, vous dire deux mots de l'opération qu'on a en ce moment. C'est pas tant pour l'opération en elle-même, mais c'est pour vous dire le souci que l'on a. Il y a encore énormément de gens. Le pays de Meaux, c'est à peu près 85 000 habitants, je crois. Et en fait, on se rend compte qu'on a énormément de gens qui sont jamais venus et qui habitent le territoire. Et du coup, donc certes, c'est un outil touristique qui a pour but, vous avez vu, de rayonnement international. Donc on a un public touristique, bien évidemment, mais on a aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on nous perde de vue le public local, parce qu'en plus c'est celui que vous allez fidéliser, c'est le public qui va revenir voir les événements de votre programmation culturelle, c'est vraiment un public qu'on a un peu trop tendance à oublier. Et donc là, on s'est dit, il faut que ce public soit ambassadeur du musée. Donc là, on a un pass annuel, et on a dit aux gens, si vous achetez le pass annuel d'ici la fin de l'année, ben vous pouvez inviter 3 personnes avec votre pass. Vous pouvez venir avec 3 personnes. Et pour l'instant, on n'a pas encore de retour. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a une fierté de la part des habitants d'avoir cet équipement sur leur territoire. Moi, j'ai des gens qui me disent que c'est devenu, on a de la famille, on a des amis, tac, c'est devenu l'incontournable, on ne sait pas où les emmener, on les emmène au musée. Enfin, voilà, moi je continue, mais en gros c'est ça. Mais ça, c'est pour une pratique, c'est pour des gens qui étaient déjà venus et qui avaient déjà cette pratique, qui n'ont pas peur de rentrer dans un musée, d'y amener des gens, de la famille ou des amis. Et là, nous, on essaie de toucher tous ceux qui, encore une fois, se disent, voilà, moi j'ai croisé des gens qui disent, ah bah ça fait 2 ans que j'habite à Meaux, je suis une nouvelle arrivant. Ah oui, le musée, ouais, bon,
Bah oui, j'en ai entendu parler, enfin, voilà, mais qui sont pas plus, qui n'ont pas eu la curiosité, voilà. Et donc c'est ça qu'on essaye de travailler aussi. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Pourquoi faire tout ça? C'est pour poursuivre l'accompagnement des années du centenaire. Et c'est vrai que je pense que 2015 est une année un petit peu creuse. Et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Vous savez qu'il y a une mission du centenaire, une mission nationale interministérielle qui organise toutes les commémorations. Très clairement, ça va repartir en 2016, si vous me permettez l'expression, puisqu'on va avoir les 100 ans de la bataille de Verdun au mois de février et les 100 ans de la bataille de la Somme au mois de juillet. Donc c'est deux grands événements majeurs. Verdun, c'est mythique. Voilà, le mémorial de Verdun va rouvrir en février, il a été agrandi, rénové, une nouvelle scénographie. Et la Somme, c'est déjà... les hôtels dans la Somme sont bouclés par les Australiens, les Néo-Zélandais, les Britanniques depuis déjà 3 ans. Hein. Ne cherchez pas un hôtel pour aller dans la Somme au mois de juillet, c'est mort. Hein. Voilà, vous y prendrez trop tard. Est annoncé peut-être la venue de la reine d'Angleterre, enfin, ça va être un truc gigantesque, donc vous allez en entendre parler. Donc là, il va y avoir un rezoom sur l'année 16. Je pense que l'année 17 va plutôt se concentrer sur la problématique du chemin des dames et des mutineries et sur l'entrée en guerre des Américains. Peut-être le retrait de la Russie, mais je ne suis pas sûr que ce soit... tout dépendra, là, je pense très clairement, où en seront nos relations diplomatiques avec la Russie en 2017. Et 18 va être à nouveau la grande année, puisque ce sera l'année de commémoration de la fin de la guerre. Voilà. Sachant que le centenaire ne s'arrêtera qu'en 19, puisque vous le savez, le 28 juin 19, c'est là où on a signé le traité de paix à Versailles, le 28 juin 19. Voilà. Donc nous, il faut qu'on s'inscrive là-dedans, très clairement, et c'est ce qu'on fait. Voilà. On va lancer une étude de marketing, 4 ans après l'ouverture, c'est bien de faire le bilan. Donc cette étude de marketing va avoir pour but de faire le diagnostic, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui marche, ce qui ne marche pas, de mieux cibler peut-être nos publics, de nous aider à nous trouver, et puis de faire surtout appel à un cabinet extérieur, c'est-à-dire qu'un regard extérieur, un regard critique qu'on n'a plus forcément, et je pense qu'il faut toujours savoir se remettre en cause. Aussi, on travaille beaucoup avec les collègues du tourisme et de l'action économique à mobiliser les hôteliers et les restaurateurs du territoire parce que ce sont eux qui sont aussi ambassadeurs. Nous, les hôteliers, vous savez, l'importance du concierge dans un hôtel, c'est lui qui va dire aux gens vous pouvez faire ça, vous pouvez aller là, vous pouvez aller dans ce restaurant-là, vous pouvez aller dans ce musée, c'est super. Donc bien sûr, la mise en place des duc-tours de manière un peu plus soutenue que peut-être on l'a fait jusqu'à présent. Et des restaurateurs qui sont aussi plus qu'heureux, puisque le musée n'a pas fait de restaurant sciemment. Et donc tous les groupes qui viennent, on a un peu plus d'entre 15 et 20 000 personnes en groupe qui viennent par an, dans le package que leur propose l'Office du tourisme, ils vont manger dans les restaurants du territoire. Moi j'ai des restaurateurs qui m'ont dit Michel, avant l'ouverture du musée, on était prêts à mettre la clé sous la porte, on revit grâce au musée, puisqu'on a des groupes les midis en semaine de 50 personnes. Voilà. Donc ça, on retombait, vous voyez, sur un équipement culturel, mais qui a clairement un impact sur le dynamisme et le tourisme du territoire. Et aussi une mobilisation des agents de la collectivité, ça c'est ce qu'on va mettre en place à partir de la fin d'année ou début de l'année prochaine. On va proposer des visites express d'1 heure entre midi et 2 aux agents de la communauté d'agglomération et de la ville de Meaux, parce qu'on considère qu'eux aussi sont ambassadeurs. Si eux sont convaincus de dire « Waouh, je travaille dans une collectivité qui a un super équipement culturel, je vais en parler autour de moi, je vais à nouveau comme ça relayer ». Et on a beau faire des belles campagnes d'affichage, avec en plus pas les moyens de se mettre dans le métro pour les faire, parce que c'est trop cher. Je pense que le bouche à oreille reste encore la meilleure source d'appel. Voilà. Et tout ça, bien sûr, pour préparer et positionner le musée pour après 2019. Comme je vous le disais, une fois que le centenaire sera fini, les projecteurs du centenaire vont s'éteindre, nous, on continue de vivre, il faut qu'on continue d'exister, il faut que ce musée continue d'attirer du monde, au-delà du centenaire, et donc là je suis plutôt serein dans le sens où je suis intimement persuadé que même en 2035, on aura toujours besoin, et malheureusement la société chaotique dans laquelle on vit actuellement ne fait que confirmer ça, on aura toujours besoin de comprendre comment, à un moment donné, on est rentré dans ce XXe siècle, avec fracas, comment ce XXe siècle a été un véritable chaos. Mais toute la source de tout ça, et jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui, il ne faut jamais oublier quand même que le conflit, la poudrière des Balkans, ou ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui sur ce Moyen-Orient, Laurence d'Arabie, des terres promises aux Arabes, aux tribus arabes, pour aider les alliés qui ne leur sont pas rendus à la fin,
tout ça, c'est la Première Guerre mondiale. Hein. Le XXe siècle, le monde dans lequel on vit, il n'y a qu'une chose qu'il faut que vous reteniez, c'est quand même ça, c'est que ce XXe siècle, enfin ce XXIe siècle même, n'est que ce qu'il est que parce qu'il y a eu la Grande Guerre. Et ça, là, clairement, on a une mission. Voilà. C'est ce qu'on essaye de mener. J'espère avoir tenu le timing. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour toute question sans tabou. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonsoir. Oui, je voulais juste vous poser une question au niveau des campagnes de communication. C'est quoi la fréquence de vos campagnes d'affichage? Et justement, du coup, vous disiez que vous ne pouviez pas afficher dans le métro, parce que c'était trop cher. Donc, dans quel lieu vous pouvez afficher? Et est-ce que vous avez observé un impact direct pendant ces campagnes d'affichage-là sur la fréquentation du média? Alors, la difficulté de ces campagnes, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est du mécénat des DB. Nous, on n'a rien demandé. Donc, en gros, ils font ça en plus, enfin, les personnes de l'EDB qui sont dédiées au musée font ça en plus de leur campagne où ils ont des clients qui payent, enfin voilà. Donc, c'est un peu au coup par coup, c'est un peu les opportunités. Donc, il n'y a pas de rythme. Là, je vous disais, il y avait les 1 an du musée. Après, on a fait Facebook, c'était 2012, Facebook en 2013. 2014-2015, on a eu cette campagne sur les objets, qui est encore celle qui court actuellement. Pour l'affichage, c'est pareil. En effet, on a les budgets, voilà. Je crois qu'en insertion en presse et insertion, je crois qu'on a autour de 100 000 € par an. Voilà. 90 000, 100 000 € par an. Et une page dans n'importe quel mag, c'est 6 000 à 7 000 €. Donc, voilà. Donc en fait, là on a la chance aussi d'avoir des partenaires, en l'occurrence Deco et Clear Channel, qui sont les afficheurs, on achète un petit peu et ils nous accompagnent, ils nous offrent en mécénat des faces, ce qui explique que par exemple ce qu'on appelle le floating, c'est-à-dire qu'en gros quand ils ont un trou, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à vendre un réseau, et ben, l'un ou l'autre nous mettent nos affiches gratuitement. Voilà, c'est pour ça qu'on est notamment assez visible dans les parkings souterrains de Paris, parce que de l'été, parce que là il y a moins de campagne, il y a des creux, mais ça nous donne une visibilité. Donc c'est un petit peu la débrouille, les offres de bouclage, voilà, là, je ne sais pas si vous lisez Les Inrecuptibles, mais le dernier, celui du 11 novembre, là, on avait la 3e de couverture, parce qu'on avait une super offre de bouclage, on s'est dit on a une expo sur la musique actuellement, on s'est dit que c'était symbolique d'être dans Les Inrecuptibles, voilà, donc c'est plus des opportunités. Sur l'impact, j'ai aucun moyen de vous dire voilà ce qu'il en est, c'est pour ça que l'étude marketing aussi, elle prévoit l'enquête visiteurs plus approfondis que ce que je vous ai présenté, où on va demander aux gens comment avez-vous connu le musée. Voilà, donc ça, on va enfin avoir une visibilité là-dessus. En revanche, ce que je sais, c'est que la campagne Facebook nous a ramené du monde. Je ne peux pas vous le quantifier, mais je le sais comment. Je le sais par les mots sur le livre d'or. On est venu là, c'était génial, parce que merci Léon de nous avoir fait découvrir le musée, enfin des trucs incroyables. Des gens à l'étranger qui nous ont dit, ok, on vous a connu via Léon sur Facebook. La prochaine fois qu'on vient en France, vous êtes sûr qu'on vient vous visiter. Et des gens ça c'est des collègues de l'accueil, des gens qui arrivent en disant « Oh, elle est où la vitrine sur Léon ?» voilà, qui pensaient que Léon était peut-être un vrai soldat. Enfin, voilà. Donc du coup, on sait que ça a suscité le déplacement. Voilà. On ne peut pas quantifier, mais c'est surtout de la notoriété essentielle. Bonsoir. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être venu. Et ma question est, qu'est-ce que vous a poussé ou incité à faire la promotion de ce musée grâce à ces outils de digital marketing, notamment le site Facebook et l'appli? Et surtout, qu'envisagez-vous faire pour les prochaines années, justement, au niveau de digital marketing? Merci. Alors, moi, je suis intimement convaincu, le musée, dès le départ, j'ai voulu que le musée innove. Donc je ne voulais absolument pas qu'on reproduise des choses déjà existantes, et il fallait qu'on trouve, on a la chance d'être un jeune musée, de ne pas se mettre de barrières tout de suite, on verra dans 30 ans si on se met des barrières, et donc d'essayer. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave. Mais il faut qu'on essaye des choses nouvelles. Donc ça, c'est la philosophie.
Donc, quand on a la chance d'avoir une agence qui vous dit « et si on essayait quelque chose sur Facebook ?» Moi j'ai dit « bon, on y va ». On ne savait pas si on aurait 2000 fans, 300 fans ou 60 000, comme ça a été le cas, mais on a dit « on essaye ». Et en revanche, moi, ma seule ligne de conduite, c'était « on est irréprochable historiquement ». Parce qu'on est une institution culturelle et parce qu'on doit être sérieux. Voilà. Mais après ce choix-là, et ça marche, voilà, donc on a bien fait, puisqu'on a touché des gens qui ne s'intéressaient pas à la Grande Guerre, et qui se sont pris au jeu parce que je pense que les réseaux sociaux, voilà, au lieu de mettre la photo du plat qu'on a mangé la veille au soir, parce qu'on a été au restaurant, on peut clairement lui donner du sens, et on y est tout le temps connecté, enfin, surtout votre génération, enfin, vous y êtes constamment. Donc si vous avez en plus l'opportunité d'avoir un contenu, ça donne du sens du coup à ce média. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que moi je trouvais ça intéressant, et c'est la même démarche pour l'appli Le Serious Game, c'est-à-dire qu'un public familial, et ben, d'un coup, on partage la tablette, les parents, les enfants, et je trouvais ça intéressant qu'on puisse avoir cette opportunité-là d'un moment de partage et de découverte avec les nouveaux médias qui pourraient avoir tendance à nous renfermer chacun sur son écran et sur sa tablette. Et là, ça devient quelque chose de partage. En revanche, j'ai clairement refusé les visio-guides au musée. Vous savez, ces guides qu'il y a où il y a de l'image, vous avez des contenus enrichis. Ça, j'ai dit hors de question. Moi, si on vient au musée, c'est pour voir de vrais objets. Il est hors de question que les gens qui viennent au musée passent la visite sur un écran, alors qu'ils sont là pour voir des pièces qui ont 100 ans, voire plus. Voilà. Ils sont là pour voir les originaux. Et ça, c'est clairement... voilà, on parlait de l'émission de conservation. Notre rôle, c'est de conserver des œuvres et de les montrer à un plus large public. Donc voilà, autant je suis pour diffuser, faire connaître, et c'est des outils incroyables, autant je pense qu'en interne, non, c'est hors de question. Il faut avoir le rapport à l'objet authentique. Alors, c'est quoi l'avenir sur ces... On a développé des web visites, où, en partenariat avec Orange, parce que ça a été on fait partie du laboratoire qui a mis en place ces web visites, où maintenant un médiateur culturel peut prendre la main pour faire une visite à distance, vous vous connectez, et la classe, par exemple, on fait ça avec les scolaires, la classe se connecte, avec, voilà, vous imaginez, on a la connexion avec le musée, et là vous avez le médiateur qui vous parle, vous le voyez à l'écran, il va se balader dans le musée avec une caméra, et vous allez pouvoir faire la visite à distance du musée. Et vous êtes en interaction avec le médiateur, donc ça c'est pas mal. Et on développe encore 2 produits, comme ça un peu numériques, des beacons. Ce sont des cellules que vous mettez dans le musée, et on prête une tablette au visiteur, et quand il passe à côté de ce beacon, je ne sais pas quoi ça s'appelle, beacon, c'est le nom du produit ou de la marque, enfin je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Quand il passe devant sa tablette, tac, ça déclenche un contenu automatique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, enfin sur lequel on est en train de travailler, mais encore une fois, moi je ne voulais pas qu'on déclenche un film historique, enfin des archives on en a, enfin voilà. Donc du coup, ça va déclencher quoi? Des petites vidéos d'1 minute du personnel du musée qui dit quel est son objet préféré dans la collection et pourquoi. Donc quelque chose de complètement, là aussi, qu'on peut partager de manière très simple avec les visiteurs. Et la dernière chose sur laquelle on est en train de travailler aussi, c'est un robot qui pourrait prendre la main à distance. C'est-à-dire, par exemple, j'interviens à l'hôpital ou à la prison, et de mon ordinateur, je prends la main sur le robot qui est au musée, et je le pilote pour lui faire la visite pour les gens qui sont avec moi. Voilà. Donc ça, c'est les pistes de développement que l'on a actuellement. Ça répond à votre question? Merci. Alors bonjour, moi j'avais une question sur l'accessibilité du musée, justement parce que vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en voiture, et c'est vrai que quand on débarque à Meaux, bon, on ne sait pas trop comment y aller, à pied c'est pas possible, il faut prendre un bus, mais il n'y a pas de navette directe, il faut savoir que le M5 s'arrête au musée de la Grande Guerre. Donc est-ce que vous avez développé un petit peu ça, par exemple? Très bonne question. J'aimerais développer ça. Nous, avant l'ouverture du musée, on avait fait chiffrer la navette. Moi, je rêve d'une navette qui serait customisée musée de la Grande Guerre, qui serait à la gare de Meaux et qui ferait le musée, les musées gare de Meaux musée toute la journée. Et ça, c'est génial. Ça coûte un peu plus de 200 000 € par an. On avait fait un chiffrage en 2011 avant l'ouverture. Donc, tout de suite, c'est plus possible. Voilà. Donc, on a en effet la ligne de bus qui monte jusqu'au musée, qui a été prolongée quand même, hein, qui
s'est arrêté avant et qui a été prolongé parce qu'avec le terminus au musée, voilà, donc c'est un moindre mal. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution parce qu'on n'a pas la main sur ça. On n'a pas la main parce que c'est le réseau, comme vous le savez, Steve. Voilà. Et on peut juste faire des préconisations, des souhaits, mais derrière, on n'a pas la main. Donc aujourd'hui, non, je n'ai pas de solution pour arriver en transport en commun de manière un peu plus efficace que ça ne l'est actuellement. Mais je suis d'accord avec vous. On avait même imaginé une navette qui pouvait faire la gare TGV, le musée, enfin Roissy, non, pas Roissy, mais Chessy, pardon, la gare TGV Chessy, le musée, parce que là, voilà, sur les publics britanniques, par exemple, avec le TGV, l'Eurostar, tout ça, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Non, c'est trop cher, quoi. Voilà. Il faudrait un super mécène, alors je lance un message, si vous connaissez un super mécène qui peut nous sortir 200 000 € par an, pour nous faire notre navette, je prends. Voilà. Oui, bonsoir. J'avais une question à propos du slogan. C'était sur quelques slides précédents. Je ne sais pas, c'était quelque chose comme venez découvrir. Découvrez ce qu'aucun homme n'aurait jamais dû connaître. Ça vous paraît un peu contre-productif? Vous pensez que justement ça fait parvenir les gens qui pensent ah oui ça va faire peur, ou bien c'est grâce à une sorte de curiosité morbide que fait venir les gens? Alors déjà, c'est pas une curiosité morbide, hein, j'espère pas, mais voilà. Peut-être que pour certains, ça peut. Je pense que c'est l'importance de la baseline, elle est d'être percutante. Voilà. Et je pense que celle-ci percute. Voilà. S'il n'y avait pas ça, naturellement, les gens de venir dans un musée sur la guerre, de toute façon, ça fait peur. Voilà. Donc, à partir du moment où on se dit, on invite à la découverte, je pense que ça peut être positif. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez le droit. Moi, je suis persuadée que l'invitation, pour moi, c'est une invitation. Voilà. Et venez découvrir, en effet, ce qu'aucun homme n'aurait jamais dû connaître. Et ça interpelle. Donc c'est juste ça. C'est une accroche, et on prend ou on ne prend pas. Voilà, ça peut peut-être créer un rejet. Mais en même temps, je pense qu'il faut oser parce que le rejet, il est naturel. Déjà d'aller dans un musée, voilà. Non, mais il n'y a même pas besoin d'être un musée sur la guerre, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens. Enfin, notre mission aussi de service public, c'est que tous les scolaires qu'on reçoit, c'est pour beaucoup la première pratique culturelle. C'est l'école, enfin je ne sais pas vous, la première fois que vous êtes allé dans un musée, si vous vous en souvenez, mais c'est souvent avec l'école. Et si cette visite pour des gamins qui ont 7, 8, 9, 10 ans, si cette visite, ils se sont ennuyés à mourir, vous pouvez être sûr que dans 10 ans, ce sera des jeunes adultes qui ne pousseront pas la porte de n'importe quel musée. S'ils ont un bon souvenir de visite, déjà ils vont en parler à leurs parents, ils vont dire peut-être que, moi j'ai eu le cas, on n'a pas fini le jeu, j'ai eu des amis, enfin des collègues, qui, il m'a dit écoute, j'en peux plus, j'ai été obligé de retourner au musée ce week-end parce que mon fils qui est venu avec sa classe, il n'a pas eu le temps de finir son livret jeu bête de guerre, il m'a tanné pour que je l'emmène au musée pour qu'il finisse son jeu, voilà, donc ça marche. Donc c'est pas... et donc ces gamins-là, je suis sûre que s'ils ont une bonne visite, ils sont des futurs pratiquants culturels quand ils seront jeunes adultes. Donc voilà, donc en effet c'est le propre de tout slogan, entre guillemets, c'est oui, ça rentre dedans, voilà, vous prenez ou vous prenez pas. Mais je pense qu'il vaut mieux prendre ce risque-là, voilà, avec des phrases comme ça, qui sont très violentes, hein, voilà. Moi, on a eu du mécénat pour afficher dans le métro, on nous a refusé certaines affiches qui étaient trop anxiogènes. C'est-à-dire que la RATP a dit, il est hors de question que vous affichez ça dans le métro. Voilà. Mais je comprends. Non, mais je suis conscient de la chose, il n'y a pas de... Et j'assume ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Si on veut être impactant, si on veut attraper les gens, il faut y aller. C'est un parti pris. Je voulais juste reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est intéressant parce que vous disiez qu'il y a certaines personnes qui étaient venues visiter le musée et qui disaient, qui posaient des questions sur les Moviviens. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait judicieux d'intégrer justement ce personnage à la visite du musée? Non. Non, parce que, je vous dis la chose très clairement, parce que
si on intégrait Léon Vivien dans le musée, alors c'est un personnage 100% fictif, on crée la confusion face à nos collections qui sont des objets réels. Et même en outil de médiation, en fait, on ne veut pas surfer là-dessus. Léon Vivien, il a eu sa vie, il est mort. Parce que voilà, je suis désolée, je vous le dis, il est mort à la fin de Facebook. Voilà, oui, Léon Vivien est mort. Voilà. Je suis désolée de vous l'apprendre, ça va être un petit peu brutal, mais voilà. Et donc, du coup, il ne peut pas avoir une autre vie. Voilà, sa vie, elle a été à ce moment donné. Et je pense que, pour le coup, on pourrait nous reprocher de surfer sur ce succès, pour le coup le côté racoleur, et pourquoi pas faire des mugs Léon Vivien, et enfin, non mais on aurait pu, enfin vous voyez, donc du coup, non, vraiment il a eu sa vie sur cette histoire Facebook, ça date d'il y a 2 ans et demi, on nous demande encore d'intervenir dans des colloques, des séminaires, parce que c'est une innovation, enfin, cette innovation-là a vraiment interpellé les gens et tout ça, mais voilà, voilà. Et je pense que je ne veux pas créer la confusion avec, en l'intégrant. Parce que du coup, en fait, vous communiquez plus du tout sur la page. En fait, ça a été une période où vous avez communiqué de 14 à 18 sur Léon Vivien, et en fait, après, la page, elle s'est terminée. Complètement. Donc, il n'y a pas de continuité. Non, il n'y a pas de continuité, mais sauf qu'on n'en parle plus, mais on nous en parle. C'est-à-dire qu'en fait, limite, nous, on n'en parle plus, mais ça vient tout seul. Voilà. Bonsoir. Alors moi j'avais une question pour justement, vous parliez que quand vous étiez dans les prisons, dans les hôpitaux, pourquoi pas faire un petit robot qui se déplacerait en même temps de vos propos. Et pour les personnes particulières qui ne peuvent pas se déplacer, donc par exemple les personnes âgées, qui voudraient peut-être découvrir ce musée mais qui ne peuvent plus sortir de chez eux, est-ce que vous avez pensé à une solution? Eh bien alors le robot peut être une solution, très clairement, c'est-à-dire que alors on parle des individuels. Okay. Parce que le robot peut être une solution, parce que bon, je vous disais, l'hôpital, voilà, foyer de personnes âgées, on peut faire. On peut faire de la web visite pour des... Voilà. Non, là où on a, dans la réflexion, mais on démarre à peine le projet sur le robot, donc je suis très prudent sur ce que je dis. Dans la réflexion, il y avait l'idée de se dire à un moment donné, est-ce qu'on est... Enfin, on va essayer de répondre à cette question, mais peut-être qu'on ne pourra pas. Est-ce qu'on peut dire, donner rendez-vous aux internautes, je dis n'importe quoi, le mardi à 14h, tout le monde se connecte, ou il y en a un qui se connecte, qui prend la main sur le robot, et les autres internautes font la visite avec lui. Voilà. Peut-être, ça c'est une piste. Je ne sais pas si c'est possible, si on y arrivera, enfin, si c'est judicieux ou pas, mais voilà le type de questionnement qu'on a, voilà, pour essayer justement de répondre, voilà, pour les individuels. Après, c'est pareil, on a la même problématique avec les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on nous dit, bah oui, mais il faut faire des choses pour les aveugles. Très bien. Moi, on fait des choses pour les aveugles. On a quelques éléments en braille. On a des choses tactiles. Enfin, voilà. Mais avant tout, il faut que l'aveugle puisse arriver au musée. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir plein de trucs pour les aveugles. Et on sait très bien qu'on parlait de la problématique de transport. L'aveugle va pas bien avec sa voiture. Donc de toute façon, et même s'il prend le bus. Vu l'arrêt de bus où il est incapable, avant qu'il trouve l'entrée du musée, chapeau, quoi. Voilà. Donc de toute façon, la réflexion, elle est en amont. Voilà. Donc, on essaye d'amener des choses, et on a des groupes d'aveugles qui viennent, on leur répond et tout ça. Mais c'est des espèces de, vous savez, comme si maintenant il faut être accessible à tous. Tout le monde doit avoir accès. Et Dieu sait si je suis pour l'accès à la culture pour tous. Mais à un moment donné, on a juste des limites. Voilà. Et je ne sais pas comment les individuels. Pour prendre l'exemple des personnes âgées individuelles qui déjà savent-elles se connecter, ont-elles la possibilité de se connecter ou pas, c'est des vraies questions. Voilà. Alors ce qu'on fait, c'est que dans les universités Interage, par exemple, on intervient sur la conférence, sur des choses comme ça. On essaye de sortir hors les murs. À l'hôpital, on travaille notamment avec les personnes malades atteintes d'Alzheimer. On leur amène des objets, on leur fait toucher des objets. On essaie de travailler sur la mémoire, enfin, voilà. C'est des petites choses. Mais il n'y a pas de recette, je suis d'accord avec vous, complète. Bonjour. Ma question c'est que, vu qu'en fait ces genres de musées, c'est assez... il y a une spécialité, donc tout le monde n'a pas ces genres de musées, mais il y a un groupe de personnes qui sont toujours intéressées. À Paris, par exemple, dans les Invalides,
il y a le musée d'armée. Les gens payés pour entrer, c'est déjà des gens qui sont triés au vitré, je veux dire. Est-ce que c'est possible d'avoir des coopérations entre les musées, c'est-à-dire rendre la visibilité à l'intérieur des musées d'armée, parce qu'il y a une grande partie, c'est concernant la Première Guerre mondiale. Donc, pour rendre plus connu, il y a ces genres de possibilités. Là, de manière tout à fait, j'ai envie de dire, la possibilité la plus basique, c'est qu'on a tous, à la sortie des musées, des racks avec des flyers d'autres équipements. Donc nous, on a les flyers des autres musées 14-18, voilà, et au musée de l'armée, ils ont nos flyers. Voilà. Ça, c'est le truc le plus basique. Après, c'est les renvois sur les sites internet pour nous faire connaître. Mais non, au sein même d'un équipement, je peux difficilement faire la promotion, entre guillemets, d'un autre équipement dans mon institution. Enfin, voilà, c'est délicat. En revanche, elle se fait, mais de manière sur un plan plus culturel, dans le sens où, avec tous ces musées, je pense à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, au Mémorial de Verdun, au musée de l'armée, enfin, il y a d'autres, Caverne du Dragon, des choses comme ça. Chacune de nos expositions temporaires est l'occasion de prêts d'objets qui viennent de chez eux. Et là, c'est l'occasion de mettre en avant le travail, l'institution, on fait un catalogue, il y a une petite promo donc voilà. Donc c'est plus par ce biais-là qu'on y arrive que réellement au sein, voilà. On a parfois des petits partenariats sur des billets couplés, sur des opérations, vous voyez, ou sur présentation du ticket, on a le tarif réduit, des choses comme ça. Mais c'est vraiment au parcours, voilà. On n'a pas, parce qu'on est trop sur les mêmes sujets. Voilà. J'avais deux choses, deux questions. En fait, la première, c'était pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit juste avant à propos du robot. Est-ce que du coup, si vous faites pour la partie individuelle via Internet, vous n'avez pas un risque de cannibalisation finalement de votre activité et que les gens, au lieu de venir sur place, aillent plutôt sur Internet? Et puis la deuxième partie, je voulais revenir un petit peu plus sur votre parcours. Quel était votre parcours avant d'arriver au musée, et finalement pourquoi vous avoir choisi ce musée-là et qu'est-ce qui vous a donné envie de développer ce musée-là et finalement, qu'est-ce que je fais alors si je ne crois pas trop au risque de la cannibalisation de nos publics via Internet parce que je pense que ce qui est vrai pour un musée de beaux-arts où d'être confronté à l'œuvre originale ne vous procurera jamais la même émotion que la meilleure des reproductions sur Internet. Je pense qu'à un moment donné, d'être confronté à l'objet d'archive, au document d'archive que l'on présente, dans sa scénographie, dans son immersion, voilà, la meilleure des web visites ne pourra pas vous l'offrir. Donc je pense que pour moi, au contraire, ce principe de web visite, c'est pour donner envie. Voilà, c'est donner envie de venir et je ne crains pas que ça empêche l'usage, mais en tout cas, moi, je suis plutôt confiant. Sur mon parcours, rapidement, j'ai fait je voulais être prof d'histoire, donc j'ai fait un doc d'histoire. Alors je dis Doug, mais c'est plus comme ça les termes, j'ai l'impression d'être un vieux. Une licence, voilà. Donc j'ai fait une licence 2 d'histoire. Et puis en deuxième année à la fac, je me suis dit non, je ne peux pas être enseignant, c'est pas possible, c'est pas un vrai métier, je ne vais jamais m'en sortir avec ces élèves indisciplinés que nous étions. Donc j'ai dit non, je ne peux pas être enseignant, donc j'ai voulu bifurquer dans les archives. Et en cherchant une formation dans les archives, j'ai trouvé une formation en muséologie. Je ne savais même pas que ça existait et ça a été la révélation parce qu'en fait, je visitais pas mal de musées, j'aimais bien ça et je n'avais jamais pensé à travailler dans les musées. Donc j'ai fait cette licence 3 et M1 en muséologie scientifique et technique et j'ai fait un M2 muséologie et nouveaux médias. Voilà. Donc vraiment du coup dans le monde des musées, pas du tout un spécialiste de la Grande Guerre. J'ai travaillé sur la réouverture du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, ça a été mon premier boulot où je coordonnais les bords multimédia. Après je suis parti à Aix-en-Provence où j'ai été 4 ans consultant en ingénierie culturelle et touristique. Et puis j'avais envie de revenir au musée, j'ai envoyé des CV à plusieurs annonces, et un jour j'ai vu une annonce, recherche chef de projet pour créer un musée sur la Première Guerre mondiale à Meaux. J'ai dit, 1, c'est où Meaux 2, pourquoi la Grande Guerre à Meaux Voilà, exactement ce que nos visiteurs nous font aujourd'hui. J'étais pour le coup voilà, un bon public, et puis j'ai été pris. Et donc j'ai débarqué, et on m'a dit, il faut construire un musée, voilà, je dis, allez, on y va. J'étais tout seul avec le collectionneur, on était 2.
On a commencé tous les deux, et puis voilà, et puis le recrutement du conservateur qui devait venir, finalement, ça a capoté 2 fois, les gens se sont décidés, tout ça, et le maire a dit, allez, il y en a ras-le-bol, Michel, vous êtes là depuis le début, on vous nomme directeur, et Rome, vous êtes le mieux placé. Voilà. Donc je me suis retrouvé à la tête de ce musée, c'était pas écrit, c'était, voilà. Et c'est génial, parce que du coup, je vois vivre un équipement que j'ai créé, quoi. Donc, je suis arrivé à la page JT Blanche, c'est vrai que c'est une chouette aventure. Très brièvement. Juste une question, je vous souhaite pas, mais si jamais le musée touche à sa fin dans quelques années, il se passe quoi avec la collection? Elle est revendue ou... Non, c'est tout le problème. Les collections. On est musée de France, donc reconnu par le ministère, et c'est toute la problématique de tous ces musées qui, entre guillemets, végètent. On en connaît tous, des petits musées, on se demande comment ça peut vivre, c'est encore ouvert, mais il y a 3 visiteurs par mois. J'espère qu'on y arrive un jour au musée de la Grande Guerre. C'est tout le problème puisque les collections sont inaliénables. Donc les collections sont la propriété de la collectivité qui ne peut rien en faire si ce n'est les conserver, les valoriser. Mais il les conserve dans le lieu du musée, donc en fait ils ne peuvent pas vraiment fermer le musée. C'est ça. Donc ce qu'ils peuvent faire, alors là on est vraiment le scénario catastrophe, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera jamais. En tout cas que je serai parti pour pas avoir ce désastre-là. Non, du coup ce que vous faites, c'est que si du coup vous coupez les budgets pour animer, faire de la médiation et tout ça, et en gros vous arrivez à quoi? Vous arrivez à un budget avec, vous avez une personne qui tient la caisse, qui va vous vendre vos billets, pour les quelques visiteurs qui viendront. Vous avez 3 gardiens qui tournent pour, je caricature, mais c'est quand même un peu ça, qui tournent pour faire la surveillance, et puis le musée ne vit plus. Mais la collectivité ne peut rien faire d'autre, puisqu'elle est obligée de conserver. C'est un vrai pari hein, quand on se lance dans un musée, voilà, c'est un vrai pari. Mais en effet, voilà. Mais là, c'est quand même, là vous êtes vraiment dans le scénario hard, là. Non, mais vous avez raison, mais c'est vrai que et d'ailleurs, cette notion de collection inaliénable, on a beaucoup de gens qui nous font des dons, justement de leur famille, parce qu'ils amènent la mémoire d'un ancêtre au musée et tout ça. Nous, notre slogan marketing, c'est de leur dire donnez-nous vos collections. Elles sont ad vitam aeternam maintenant, vous ne les retrouverez pas sur une brocante, voilà, parce que ça devient objet de collection, c'est inaliénable. D'où l'importance de l'inventaire dans un musée. Pourquoi on fait un inventaire dans un musée et pourquoi chaque objet est marqué avec son numéro d'inventaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le vendre. On les marque, voilà, alcool, c'est indélébile, ça peut plus se retrouver sur le marché de l'art, enfin voilà, donc c'est un vrai pari pour une collectivité qui se lance dans la création d'un musée. Vous avez parlé tout à l'heure de via l'iPad, vos visiteurs peuvent savoir quels sont les objets préférés d'une personne. Oui, c'est le projet, c'est pas encore en cours, mais c'est ce qu'on est en train de développer en effet. Voilà. D'accord. Moi, je me demandais, pour vous, quel est votre objet préféré ou votre collection préférée et pourquoi? Wow. Alors, je ne sais pas si j'ose vous dire ce que je collectionne, moi, à titre personnel. Je vais voir. C'est difficile d'avoir un objet préféré au musée. J'aime bien l'objet qu'on ne soupçonne pas. J'ai un peu une affection pour le gratte-cul. Voilà, je savais que ça avait un petit effet. Le gratte-cul, c'est un objet qu'on a dans la vitrine, c'est un petit morceau de bois. On se demande, voilà, les gens se demandent ce que c'est. Et je trouve, et donc ça fait rire quoi, quand on explique l'histoire. Mais en fait, c'est juste que de cet objet anodin, il sauvait des vies. C'est-à-dire que je vous explique en 2 secondes, hein, je ne vais pas vous prendre 3 heures là-dessus et vous expliquer le gratte-cul. Mais en fait, à partir du moment où il y a eu le gaz hypérite, à partir de 17, le fameux gaz moutarde, c'est un gaz qui se déposait sur les feuilles, les arbres, enfin là où il tombait. Il pouvait rester actif 3-4 jours. Il peut y avoir une attaque au gaz, les gaz sont actifs dans une clairière, un sous-bois, voilà. Et puis 2 jours après, il y a un régiment qui passe. Il ne sait pas qu'il y a une attaque au gaz, d'accord? On est dans une époque, vous êtes en guerre, vous allez aux toilettes, vous essuyez avec une feuille d'arbre ou un caillou. Si vous essuyez avec une feuille d'arbre et un caillou sur lequel il y avait l'hypérite dessus,
Une semaine après, vous êtes à l'hôpital et 15 jours après, vous avez les poumons pleins d'eau. Vous êtes contaminé au même titre si vous avez subi l'attaque de gaz. Donc très vite, les soldats vont avoir leur drap de cul pour s'essuyer et qui va être l'objet qui va leur sauver la vie. Donc voilà, j'aime bien cette anecdote parce que c'est pas mon objet préféré, mais je vous le donne comme exemple pour vous dire que de cet objet anodin, on passe quelque chose de très fort. Voilà. Et c'est ça moi, qui me plaît dans les travaux, l'objectif des musées, c'est de faire comme ça, éclairer, de faire vivre ces objets qui nous paraissent complètement improbables et qui en fait, derrière, il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est pas mon objet préféré. J'en ai pas, très sincèrement, j'en ai pas. Je suis incapable de vous répondre à cette question. Ce qui me plaît le plus, c'est plutôt comment on les a mis en scène. Voilà. C'est ça je suis plutôt content globalement, et notamment de la vitrine Marne 14 dans laquelle le visiteur rentre en scène, il rentre en guerre avec les soldats, il marche avec les soldats. Donc c'est plus ça dont je suis content. Alors vous avez une partie du musée qui est consacrée aux femmes pendant la guerre. Alors est-ce que vous n'avez pas pensé à créer une page Facebook pour Léon Non, alors elle s'appelait Madeleine, la femme de Léon. Et elle a accouché pendant que Léon était sur le front. Et ça a été un des posts, quand elle a posté la photo du bébé qui s'appelle Aimé, ça a été le post le plus liké, je crois, de l'opération. Et donc elle va apprendre la mort de Léon, puisqu'il répond pas il n'arrive pas à finir son message sur Facebook. Donc c'est comme ça qu'elle comprend qu'il a disparu. Et non, c'est pareil. Non, on ne va pas faire Léon II, le retour avec Madeleine qui revient. On peut pas. Déontologiquement, je pense que là, on serait vraiment, on serait pas sérieux. Enfin, et puis, j'ai pas envie de refaire ce que je vous disais, le côté. Ça, on se le dit en interne, et si vous saviez comme on a déliré sur Léon II, le retour de la revanche, du machin, du truc, enfin voilà. Mais ça, c'est de la private joke de collègues, et heureusement qu'on a ça, parce que on bosse pas sur un sujet où on se marre tous les jours. Hein, enfin voilà, c'est quand même pas facile non plus, donc heureusement qu'il y a ces soupapes-là, et qu'on peut se permettre ça en tout cas. Mais non, je pense qu'il faut qu'on essaye autre chose, et peut-être que notre histoire de robot, ça va se planter complètement, mais c'est pas grave, on aura essayé. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est innover. Tester des choses nouvelles. Voilà, si on veut faire bouger les lignes, il faut tenter ça. Enfin, voilà, et donc c'est plus ça l'esprit. Donc non, il n'y aura pas de Madeleine sur Léon. Voilà. Sur Facebook. Je fatigue. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à la fréquentation que vous prévoyez en 2016 notamment sur les publics étrangers. Et vous parliez notamment de la Grande-Bretagne, etc. Est-ce que vous avez chiffré ça Non, je suis incapable de chiffrer, ça c'est très difficile. J'espère qu'on fera mieux que 5%. Ça c'est le seul objectif, c'est faire plus de 5%. Non, c'est difficile parce que, alors même si voilà, on sait qu'on a des réservations, je vous disais, sur des tours opérateurs, voilà, on sait qu'on a des visites en septembre, octobre, novembre 2016 où il y a des Néo-Zélandais qui viennent, voilà, des groupes Néo-Zélandais qui viennent par ce tour opérateur. Non, on n'a pas de... C'est très difficile de se donner un objectif. Hein, voilà. Moi j'espère que ça agrandira, mais on a encore besoin de se faire connaître, vraiment. Et je pense que le travail qu'on fait, voilà, c'est d'aller sur les workshops. L'Office de tourisme va sur les workshops aux États-Unis, en Angleterre, enfin voilà, sur ces publics anglo-saxons qui sont les plus faciles pour nous, parce qu'ils sont déjà fortement sensibilisés au tourisme de mémoire. Et eux, il y a des tours opérateurs, des Battlefield Tours qui font que les champs de bataille 14-18, qui sont spécialisés vraiment là-dessus. Donc nous, on continue à travailler, à leur dire où on existe, ne nous oubliez pas, enfin voilà, c'est pas gagné. Moi, j'espère vraiment qu'en effet, avec tout ce qui va arriver dans la Somme cet été, capter une partie de ces Britanniques en leur disant venez, c'est super ce qu'on fait aussi à Meaux,
qui n'est pas du tout pour le coup chez eux identifié comme étant un Louis XIV-XVIII. Et juste une chose, pour vous dire quand même l'importance que l'on a, la Nouvelle-Zélande a mis en place un circuit avec 16 stations, avec un petit document, un flyer, pour les Néo-Zélandais qui viennent en France, où ils peuvent se déplacer d'un site à l'autre et retrouver à chaque fois un petit morceau d'histoire des Néo-Zélandais sur le front. Et donc nous, on n'a rien à voir avec la Nouvelle-Zélande à Meaux, enfin, voilà. Mais quand ils sont venus visiter le musée, ils ont dit mais ce truc, il faut absolument que les patriotes le voient. Donc ils nous ont proposé d'avoir une vitrine qu'on vient de remiser, vous la verrez à la sortie du musée, dans le hall en bas. On a une vitrine qui rappelle le match qui a eu lieu entre l'équipe française, enfin entre les Français et les Néo-Zélandais, un match de rugby en 17 de mémoire, je crois. Et donc c'est un petit diorama avec des figurines qui jouent au rugby, tout ça, et l'objectif c'est de renvoyer, il y a les flyers, pour envoyer sur le circuit. Mais du coup, on est le premier site, on est vraiment la porte d'entrée pour ces publics-là, et pour moi c'est un signe que oui, les visiteurs étrangers voient l'intérêt du musée et d'essayer de faire passer tout le monde par chez nous. Voilà. Donc voilà, je croise les doigts, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Oui, alors moi j'avais une question, mais évidemment la réponse est difficile à appréhender, mais vous nous avez parlé de plusieurs sites en Seine-et-Marne, notamment les cimetières, les tombes, etc. Et j'aimerais savoir combien enfin si ça a eu une réelle influence sur la visite de ces sites, si on a vu des visites de cimetières, des visites de tombes, si on voit plus de monde sur la tombe de Peggy. C'est très difficile à savoir, parce que par définition, vous ne savez pas ce que font vos visiteurs après, mais est-ce que ça a un impact quand même? Oui, c'est un impact clairement sur les groupes. Puisqu'on propose la visite des champs de bataille pour les groupes, il y a un certain nombre de groupes qui font la visite des champs de bataille après le musée, et même des groupes scolaires, puisque nous on propose la visite des champs de bataille pour les scolaires, donc comme en remplacement d'un atelier pédagogique, qui peuvent aussi faire la visite des champs de bataille. Donc oui, on sait que depuis l'ouverture du musée, il y a beaucoup plus de groupes, beaucoup plus de cars qui vont sur les champs de bataille. Preuve en est, les paysans qui nous écrivent en nous disant mais c'est quoi, c'est pas possible, ces cars qui passent à côté de nos champs, voilà, ils nous font des ornières, bref, voilà. Donc ça c'est du concret, donc ça veut dire qu'il y a du trafic un petit peu plus. En revanche, non, là où on avait du mal, c'est comme il n'y a aucune signalétique directionnelle, voilà, d'où le serious game. Donc j'espère, maintenant qu'il y a le serious game, on va voir si il y a plus de monde. Et comme on voit sur le serious game, les statistiques, comme on est obligé d'être sur site, on ne peut pas faire un serious game dans son canapé chez soi. Donc comme c'est géolocalisé, on est obligé d'être sur site, et là il vous identifie. Avec les statistiques, on va voir si en effet tout le monde passe par la tombe de Peggy, si, enfin, voilà, en tout cas sur ceux qui ont téléchargé, si vraiment ils l'utilisent. Donc là on va avoir enfin un outil d'analyse de la répartition de ces visiteurs sur le champ de bataille. Et jusqu'à présent, vous avez raison, vous savez pas. Oui, je voudrais, faire des remerciements, deux, lancer une invitation, trois, faire une annonce. D'abord, vous remercier. Merci à vous. Ça a été vraiment un très grand plaisir de vous écouter et de vous entendre répondre aux questions qui ont été particulièrement nombreuses, denses et personnalisées, ce qui tendrait à être approuvé, et que vous avez certainement trouvé la voie qui vous convenait, mais celle de l'enseignement ne vous était peut-être pas aussi fermée que vous l'avez affirmé tout à l'heure. L'invitation, vous nous avez certainement mis à l'appétit. Ne croyez pas que je veuille m'acharner sur vous, mais commencez à réserver un prochain jeudi en 2016, parce que vous avez ouvert des perspectives, que ce soit celle du Serious Game, que ce soit tout ce qui tourne autour du numérique, largement entendu. Vous avez, au-delà de ce qui concerne peut-être le musée de Meaux et de l'expérience que vous avez lancé, peut-être des pistes à proposer, des réflexions à nous apporter. Alors, celle-là pourrait être sans doute explorée, à moins que, rebondissant sur une question qui a été posée tout à l'heure, et qui évoquait Madeleine et la Première Guerre mondiale, peut-être un sujet autour de femmes et guerre au pluriel. Vous avez évoqué ce que n'ont pas été les retours
au terme de la Première Guerre, en termes de droits civiques. Il a fallu attendre la seconde pour y arriver. Peut-être y a-t-il quelque chose là-dessus aussi, où on retrouverait notre vocation d'historien alors, et c'est sans doute peut-être quelque chose sur quoi on aura l'occasion dans les semaines qui viennent de revenir pour réserver un mois de novembre ou de décembre en 2016. Ce sera avec plaisir. Merci. Et l'annonce, c'est que nous nous retrouvons pour les prochains jeudis du cluster, donc mi-décembre, pour évoquer la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup.